Bonjour à tous, bienvenue dans Future Leaders sur Madines, le média numéro 1 de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et Future Leaders, c'est le rendez-vous des entrepreneurs d'aujourd'hui qui préparent le monde de demain. Mon invité aujourd'hui, c'est Romain Clément, cofondateur de Arca Science, une start-up qui met l'IA à profit des laboratoires pharmaceutiques. C'est prometteur et vous allez voir, Romain va nous parler de son parcours, de ses succès et de ses ambitions. C'est parti. Le futur leader, Romain, c'est toi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, un mot peut-être pour te présenter. Qu'est-ce que tu dis généralement quand tu as besoin de te présenter pour un pitch? Déjà, bonjour, je m'appelle Romain Clément, je suis le cofondateur et CEO d'Arca Science. Ça, c'est bon. Ça a été fait. Et puis, généralement, ça dépend à qui je m'adresse. Quand c'est des clients, je me présente sous la casquette de l'ingénieur que je suis. Donc, généralement, je parle de. Ça les met en confiance de savoir qu'ils ont quelqu'un qui est un data manager en face d'eux, qui a travaillé chez GSK, qui se sent proche un petit peu d'eux. Puis, si c'est des personnes qui ne sont pas de l'industrie pharmaceutique, grosso modo, je leur dis que je suis un expert de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Tu t'adaptes quoi qu'il arrive. Alors, tu as un background scientifique quand même pour fonder Arca Science, parce qu'après, quand je suis allée voir ton parcours, tu avais fait beaucoup d'apprentissage de l'entrepreneuriat, tout ce qui était lié au management et notamment en école de commerce. Oui, alors après, mon parcours est un peu particulier dans le sens où j'ai conçu l'idée d'Arca Science à peu près 3 à 4 ans avant de créer la société. Et donc, du coup, mon parcours universitaire a été fondé sur l'idée de créer cette entreprise. Donc, j'ai 4 masters différents qui vont de la communication marketing appliquée à la littérature scientifique, c'est mon tout premier, effectivement l'entrepreneuriat, le data management, donc école d'ingénieur et école de commerce, entre Supélec et SEC, et puis au milieu, un master en gestion, en éco en gestion. Mais ça a été quoi l'appel de l'industrie pharmaceutique? Qu'est-ce qui t'a rapproché de ce milieu? C'est pas l'industrie pharmaceutique qui m'a appelé, en vérité, c'est un diagnostic. En 2014, j'ai été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau. Et c'est à cette époque-là que, avec toute l'implication que ça a en termes de mettre de l'ordre dans ses priorités, que j'ai pu effectivement rencontrer des personnes de l'industrie pharmaceutique, j'ai pu finalement prendre de connaissance de ce qu'on peut avoir à sa disposition en tant que patient, c'est-à-dire pas grand-chose. Et j'ai pu pointer du doigt certains dysfonctionnements dans le processus de développement des médicaments que j'avais ensuite envie, une fois que j'étais rétabli, de régler, en tout cas d'aider à améliorer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'était à quel âge ça? Ça, j'avais 21 ans. Donc tu étais en train de te forger aussi ton ambition professionnelle, oui. Et c'est arrivé pile à ce moment-là. C'est arrivé pile à ce moment-là. Et puis moi, en fait, si vous voulez, j'ai toujours été biface. J'ai toujours eu un attrait, une passion pour la littérature. Donc en fait, avant mes masters, j'ai fait une prépa littéraire pure, lettres modernes, philosophie, que j'enseigne aujourd'hui à la Sorbonne notamment. Et l'informatique. Donc j'ai commencé par exemple à coder en C++, en Java quand j'avais 7 ans. Et j'ai cherché le moyen finalement d'avoir ces deux mondes se rencontrer. Et avant d'être diagnostiqué, je m'imaginais étant le premier agent littéraire spécialisé dans la littérature numérique. Complètement bouché, évidemment, comme environnement. Il n'y en a qu'un seul qui vit de ça, et c'est l'agent de Welbeck. Et c'est qu'une partie de son business. Donc, voilà. Oui, c'est pas le même potentiel, effectivement, que l'industrie pharmaceutique, là, qui avait des vrais besoins. Donc, quand ils t'ont exprimé leurs besoins... Ouais. Comment tu t'es dit effectivement que toi, tu avais une chance de faire quelque chose de bien? C'est pas moi qui me le suis dit en vérité. Ce que je dis souvent à mes collaborateurs ou aux investisseurs, c'est que moi, j'ai pas vraiment de talent en fait. Quand vous prenez mon profil, vous voyez bien que je suis pas ingénieur pur, je suis pas juriste, je suis rien de tout ça, je suis pas pharmacien, biologiste. Vous savez qu'il y a quelque chose à faire dans les données? Ouais, il y avait quelque chose à faire dans les données, mais par contre, moi, j'ai juste un talent, c'est que je m'entoure très bien. J'arrive à trouver des personnes qui sont vraiment passionnées, qui arrivent à transmettre leur passion, qu'on arrive à embarquer dans ma vision, qui s'embarquent eux-mêmes dans ma vision. Et en fait, j'ai pas tout de suite senti qu'il y avait quelque chose à faire concrètement. J'ai senti qu'il y avait des améliorations à apporter, mais j'ai pas tout de suite senti qu'il y avait opérationnellement une technologie à appliquer. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des personnes qui étaient à la direction du CNRS, l'information scientifique et technique, notamment Serge Bauhin,
qui était le plus grand représentant en France de toutes les questions de la science ouverte. Hein, donc, c'est ce courant qui vise à faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la littérature scientifique sans que ce soit uniquement ceux qui ont l'argent pour pouvoir se payer les articles. Et lui m'a dit, en fait, ce que tu veux faire, fédérer la donnée biomédicale, c'est possible, à mon sens, que par des technologies très matures, très récentes, frontières, comme on dit aujourd'hui. Il m'a dit, va voir cet ingénieur, ce directeur de recherche de l'INRIA, un de ses amis, qui est devenu l'un de nos tout premiers investisseurs / cofondateurs quasiment. Et donc c'est lui qui m'a dit, bon, Romain, si tu veux, avec mon cofondateur de l'époque, on s'imaginait qu'on pouvait travailler avec des technologies qu'on appelle régulières, c'est-à-dire où on code et on a un résultat qu'on sait qu'on va obtenir. Il m'a dit, non, tu pourras pas faire ça avec des technologies régulières, il faut de l'intelligence artificielle. Et on était en 2016. Ah, donc c'est hyper précurseur en fait. Oui. Et c'était déjà un modèle d'IA générative ou c'était pas encore du tout ça? C'était comment tu as construit le modèle alors? Tu t'es appuyé sur quoi? En fait, les IA de l'époque étaient déjà des large language models. On les appelait pas totalement comme ça, on appelait ça juste des modèles de langue. Et en fait, on les appelait par la technologie, donc technologie transformer et encodeur. Et après, on parlait des modèles en tant que tels, GPT, BERT et compagnie. Donc il n'y avait pas de génératif. Génératif, c'est un applicatif qui est mis au-dessus d'un grand modèle de langue. Et déjà en 2016-2017, avec Laurent, donc la personne dont je parlais à l'instant, on avait fait des tests et en fait on avait déjà identifié que les IA LLM n'étaient pas compatibles avec l'industrie pharmaceutique. Elles le sont toujours pas aujourd'hui. Donc en fait nos technologies d'IA aujourd'hui ne sont pas fondées sur des LLM, elles sont fondées sur un autre type d'architecture. Mais en termes de quoi? En termes de données privées, de confidentialité, de protection? Pourquoi les LLM ne sont pas compatibles? Pour plein de raisons. En fait, premièrement, quand vous développez un médicament, vous avez besoin de pouvoir avoir accès à l'ensemble de la connaissance scientifique. C'est logique. Si vous passez à côté d'une information, ça peut être une information clé. Et surtout, quand vous demandez l'assistance à un modèle d'IA, il faut être bien certain que c'est ce modèle d'IA-là a la totalité de la connaissance à disposition et qui va fonder sa réponse sur la totalité de cette connaissance. La réalité, c'est que ça marche pas comme ça. C'est que quand vous posez une question à un modèle d'intelligence artificielle basé sur des LLM, en génératif, globalement, ChatGPT et compagnie, Copilot, Perplexity, la réponse qu'il va apporter va être localisée dans son set d'entraînement sur ce qui semble être le plus probable comme étant la réponse à apporter. Il va pas être exhaustif, il va pas chercher à apporter l'ensemble des raisons pour lesquelles il dit ça. Pour faire simple, c'est pas ce qui marche pour l'industrie pharmaceutique, parce qu'on a besoin de connaître tous les effets secondaires, c'est ça? Oui, par exemple, mais pour faire simple, le modèle LLM va être sur une dynamique good enough, donc c'est assez bon pour sembler juste. Et quand on va lui demander ses sources, les statistiques des dernières études qui sont sorties cette année, donc en 2025, montrent que il va manquer 90% des sources pertinentes. Donc, dans le meilleur des cas, il va en produire 10% en volume. Et sur ces 10%, il va y avoir entre 50 et 84% qui vont être des sources hallucinées ou inexactes. Donc ça, c'est un problème. C'est un très gros problème. Quand un clinicien qui, lui, en fait, par nature, va poser des questions qui sont des questions auxquelles il n'a pas de réponse, puisqu'on est sur des progrès scientifiques, le modèle va répondre avec un certain aplomb et surtout même avec une certaine forme de flagornerie. C'est un terme qu'on utilise en intelligence artificielle dans les benchmarks pour évaluer la pertinence des modèles. On appelle ça la sycophanciness, en français la flagornerie. Il va renforcer des assumptions que le prompteur va ajouter. Ce qu'on appelle, dans le domaine, on appelle ça des attaques adversiales. On va dire des mensonges et on va voir à quel point le modèle va répéter des mensonges. Sauf qu'un clinicien, il ne sait pas s'il dit mensonge ou pas. Il dit juste, voici l'hypothèse. Et les LLM vont reproduire l'hypothèse et ils vont surtout manquer de sources. En fait. Donc il fallait effectivement que les sources soient complètement fiables. Oui, il faut des sources fiables, il faut un modèle qui soit capable de apporter ses sources, qui soit capable de fonder uniquement ses réponses sur base de ses sources. On a été la première société dans le monde à présenter un modèle qui est basé sur, qui représente une pathologie, la maladie de Verneuil, et chacun des éléments qui va apporter. Donc, pour le coup, on a une partie générative, mais chacun des éléments qu'il va apporter, il y a une petite puce. Donc c'est vraiment un dosage, une recommandation liée à un médicament, à un profil. Petite puce, lien vers la source et lien vers la partie de la source qui supporte cette assumption. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est basé sur de la connaissance scientifique et on passe pas au-delà, quoi. Donc, le modèle d'Arcascience aujourd'hui, c'est de prédire le potentiel des médicaments. Ouais. C'est valable pour tout, ou justement, il y a encore des domaines où vous vous êtes spécialisé et d'autres qui restent encore à explorer?
Des laboratoires avec lesquels Arcascience travaille en particulier? Oui, effectivement, et là vous mettez le doigt sur quelque chose qui est super important, c'est que même si on a une structure d'intelligence artificielle qui est compatible avec l'industrie pharmaceutique, parce qu'on a créé des modèles qui sont très spécifiques, on en a 24. Encore une fois, on ne peut pas faire le travail avec un seul grand modèle, ça ne fonctionne pas. Il plateau sur sa précision. Et bien, même si on est aussi précis que ça, effectivement, il faut qu'on se spécialise quand on travaille avec un client. Donc, comme je vous parlais de la maladie de Verneuil, eh bien, il a fallu qu'on paramètre nos pipelines d'IA pour qu'elles puissent être suffisamment resserrées autour de la pathologie pour produire des réponses qui soient pertinentes. On a travaillé sur la sclérose en plaques, sur le glioblastome, cancer du cerveau. On a travaillé sur beaucoup de pathologies et à chaque fois, il y avait un niveau d'adaptation qui était important. Aujourd'hui, on est en train avec la levée de fonds qu'on a réalisée cette année, 7 millions de dollars, on est en train de sortir des verticales thérapeutiques sur certaines pathologies où notre modèle sera d'avance parfaitement aligné pour produire des sorties qui sont fiables. Donc là, tu en as aujourd'hui de la commercialisation, la gamme de produits elle va s'étoffer justement grâce à la levée de fonds? Oui, absolument. Alors, s'étoffer, plutôt se préciser sur effectivement certaines pathologies, comme on vient de le dire. Aujourd'hui, la commercialisation, elle est croissante. On a lancé notre première solution grand public à destination des industriels, puisqu'on ne fait pas payer les patients. La solution dont je parlais tout à l'heure, n'importe qui a la maladie de Verneuil peut la trouver sur le site de la FRH gratuitement. Au mois d'août 2024, et donc du coup, le mois d'août 2024, on avance. On travaille aujourd'hui avec Sanofi, on a travaillé avec AstraZeneca, on travaille avec Icon, le deuxième plus gros CRO du monde, 40 000 employés. On a des clients de toute taille, on a aussi des plus petits clients, Dillon, Biocodex. On travaille avec des medtech aussi pour des dispositifs médicaux. Il y a un dispositif médical actuellement qui est en cours de validation à la FDA, donc l'autorité de santé américaine, et qui a utilisé notre solution pour améliorer sa soumission pour obtenir son autorisation. Donc voilà, on avance plutôt bien et on a besoin de pouvoir croître. Je disais dans une autre interview il y a quelques jours que c'est l'une des plus grandes joies pour un entrepreneur, c'est de voir croître son équipe. Et là, on est en plein dedans puisqu'on est 9 aujourd'hui et dans 2 mois, on va être plus d'une vingtaine. Et donc pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire les nouvelles recrues? Monter les verticales thérapeutiques, donc cibler sur certaines pathologies en particulier. On en a quelques-unes en tête, je ne vais pas vous dire exactement lesquelles, mais on en a quelques-unes en tête actuellement dans le domaine de l'immunologie et de l'oncologie, donc les cancers. Donc monter ces verticales thérapeutiques. Donc c'est des experts à chaque fois vraiment du domaine médical, donc ils doivent avoir un côté à la fois scientifique et puis aussi technologique, j'imagine. C'est ça. Alors, en fait, on a une direction médicale qu'on va staffer. On a un directeur médical qui nous vient d'une licorne qui va nous rejoindre au mois de janvier pour toute la partie scientifique et particularisation de notre solution. Et puis effectivement, dans notre équipe technique, on va avoir des personnes qui vont avoir des grands talents en matière de modélisation cellulaire, toxicologique et surtout sémantique, parce que c'est ça qui est notre expertise principale. Et est-ce que le modèle, il est duplicable? Parce que là, en fait, quand c'est le labo qui s'en sert, ça marche pour une population globale, mais pour le médecin, il va rentrer les données de son client, de son patient, et le modèle va lui dire, alors dans ce cas-là, il risque d'y avoir cet effet secondaire-là, donc peut-être pas ce médicament, mais plutôt celui-ci. Est-ce que ça, c'est imaginable? Oui, absolument, mais c'est exactement ce qu'on fait en fait chez Arcascience. On va leur présenter l'ensemble des hypothèses possibles relativement à la façon que leur médicament de fonctionner, du point de vue chimique ou biologique, moléculaire, en référence avec tout ce qui a déjà été identifié, tout ce qu'on a déjà travaillé auparavant. Et ensuite, ce que vont faire les cliniciens, c'est qu'ils vont faire des modélisations avec des technologies d'autres entreprises comme Hawkin, comme Causali, comme d'autres entreprises en fait qui ont des modèles de toxicologie, pardon. D'accord. Bon, la société, elle est française, Arcascience. Oui. Ça, c'est parce que tu l'as fondée en France, mais de plus en plus, tu te tournes vers les États-Unis. Alors, dans ta levée de fonds, je crois qu'il y a quand même des fonds français qui ont investi. Mais qu'est-ce qui t'amène justement à aller de plus en plus vers les États-Unis? C'est quoi que tu vas chercher là-bas que tu n'as pas en France? L'Europe, ça reste le plus grand marché du monde en valeur. Ouais. Mais en prise de décision, en rapidité de prise de décision sur des technologies de rupture, on est beaucoup plus conservateur.
C'est très bien, hein. C'est vrai que en matière de santé et de validation de médicaments, c'est plutôt salutaire. C'est ce qui fait qu'on a moins d'accidents du côté des patients en Europe qu'aux États-Unis. Mais pour une entreprise qui a besoin de pouvoir vendre des technologies à base d'intelligence artificielle, qui est là pour sécuriser les patients, le marché américain est plus réactif, plus volumineux. Et puis également, vous voyez, en France, le coût des adverse drug reactions, donc des effets secondaires sur les patients, il est de 1,2 milliard par an. C'est le coût pour la sécurité sociale. Pour les États-Unis, il faut multiplier par 10, quasiment. Parce qu'ils prennent beaucoup plus de médicaments, ils ont effectivement une logique de validation qui est un peu différente de la nôtre, ils prennent plus de risques. Et donc, du coup, pour une start-up comme nous, qui voulons changer la façon que l'industrie pharmaceutique a de travailler, la prise de risque, elle est essentielle. Une question pour clôturer cette interview, c'est quel principe, quelle ligne directrice tu fixes dans ton management, dans ton ambition, dans ta carrière? L'impact, c'est super important. Je pense que... Faire des choses utiles. Oui, mais alors, utile de manière scalable. Vous voyez, c'est ça la différence. Ouais. Je pense que c'est avoir un impact local. Bon, je fais mon tri des déchets, je fais attention à mon empreinte, Ouais. voilà. Mais l'impact sur une industrie comme celle pharmaceutique, c'est extrêmement... il faut se montrer très ingénieux parce que c'est très complexe. Je dis pas compliqué, parce que compliqué, ça veut dire qu'on n'y arrivera jamais. C'est complexe, et on adore ça, la complexité, de trouver le moyen de rejoindre l'intérêt du patient et l'intérêt d'un industriel pharmaceutique et de son portfolio. Et donc, c'est ce qu'on cherche à faire. Pour moi, mon objectif, c'est vraiment ça. C'est de faire en sorte que quand on a un portfolio d'un industriel pharmaceutique qui utilise notre solution, c'est de faire en sorte que sa solution, elle va tellement être, son portfolio va tellement être adapté au groupe de patients qu'il cible, où on va améliorer ce ciblage-là, que les patients vont avoir une meilleure efficacité, qu'il y aura plus de médicaments qui vont arriver dans la vie réelle, pour vous et moi, ce qui va générer davantage de revenus pour l'industriel, qui va pouvoir réinvestir, et qui va surtout pouvoir trouver des nouvelles cibles pour les médicaments existants. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu pour les industriels, c'est effectivement de trouver des nouvelles molécules. Il y en a beaucoup moins en chimique, maintenant, il n'y en a quasiment plus. Mais c'est aussi, avec les molécules existantes, de trouver des nouvelles cibles, ce qu'on appelle du repositionnement. C'est de faire en sorte qu'un vaccin qu'on a utilisé pour... on lui trouve une autre indication. On lui trouve une autre indication, c'est ça. Et en ayant cette approche médecine personnalisée de précision et prédictive, eh bien, mécaniquement derrière, aussi au niveau du patient, ça se ressent parce que, je vous donnerai cette dernière statistique pour finir là-dessus, quand on a des patients qui ont un cancer et qui sont en échappement par rapport à leur traitement, ça veut dire qu'en gros, leur médicament a fonctionné, puis à un moment donné, il ne fonctionne plus. Ce que font les oncologues, les médecins, c'est qu'ils vont prendre un autre médicament qui n'est pas indiqué pour lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas la cible prioritaire, et ils vont lui prescrire. Ce qu'on appelle les prescriptions off-label. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 60% des médicaments qui sont prescrits pour les cas de cancer, en oncologie, qui sont off-label. Oui, 60%. Et parfois, les médecins peuvent être sanctionnés pour prescrire ils prescrivent des médicaments off-label parce que ça n'a pas été dans leur fiche HAS. Voilà. Mais c'est la pratique. Et dans le cours de ma carrière, chez Arca Science, il y a eu plusieurs fois où il y a des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont demandé « Est-ce que vous auriez la possibilité de me dire quel médicament pourrait être utile pour moi ou pour mon enfant ?» J'ai un exemple en tête qui me revient assez régulièrement. C'est un père qui avait son enfant était atteint de DIPG. C'est donc le diffuse intrinsèque pontine glioma. C'est l'un des cancers du cerveau les plus agressifs et généralement qui ciblent les enfants. Et donc, voilà, désemparé, le père me dit « Je ne sais pas quelle autre option je peux avoir. Est-ce que vous pouvez me dire quels médicaments aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas produits, peuvent être prescriptibles pour mon enfant ?» Et dans ce cas-là, on demandera ce qu'on appelle un paquet compassionnel, c'est-à-dire en fait, à ce moment-là, si on lui dit voilà, celui-ci il peut être efficace, eh bien, il peut envoyer une lettre à l'industriel pour lui demander qu'exceptionnellement, il le reproduise, parce qu'il y a plein de médicaments qui existent mais qui ne sont plus produits, ou que s'il ne peut pas avoir accès à l'essai clinique, que exceptionnellement, il puisse quand même lui envoyer le médicament pour le soigner. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui moi me fait me lever le matin. C'est ces cas-là où je me dis, dans le développement clinique, si notre solution est utilisée, eh bien
on peut avoir une adaptabilité plus importante pour ce genre de patients, on peut avoir plus de découvertes de compatibilité entre ces patients et des traitements qui sont en cours de développement, ce qui augmente les chances de succès du médicament et donc du coup le succès de l'entreprise pharmaceutique, et ce qui permet d'avoir aussi du côté du patient plus de médicaments accessibles, plus de possibilités de se soigner, et donc tout le monde est gagnant, quoi. Merci beaucoup Romain pour cette interview. Merci d'avoir été notre futur leader du jour. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur Madines.